On va pas... Salut, on va parler de la LFI, menace sur la liberté d'expression. On va le mettre, ça dure 32 minutes. On va faire pause, je vais faire pause. Est-ce qu'il y a un article déjà? Hop. Attendez, on va mettre tout. Hop. Tac. Copier. Coller. Coller. Copier. Et on va mettre un article de n'importe où. Comment on dit? De n'importe où. Et on colle. Voilà. Menace de la liberté d'expression, de la liberté d'expression, comme on dit. Si j'arrive pas, ça c'est l'opinion. On va faire accepter, fermer. Menace sur la liberté d'expression, vraiment, par Monica Canto-Sperberg. Notre espace public, matériel et numérique deviendrait-il un lieu de non-droit, ou plutôt un lieu où le droit résulte d'un pur rapport de force, où l'on fait taire les opinions différentes pour imposer les siennes, sans avoir à en débattre ou les justifier. Une conférence de LFI sur la Palestine annulée. Un responsable de la CGT condamné à 1 an de prison avec sursis. Et la présidente du groupe LFI à l'Assemblée convoquée par la police pour apologie du terrorisme. La liberté d'expression est-elle en danger? Ils te mettent pas. Ah. Ils te mettent pas. C'est où? On va mettre comprendre. Non. On va mettre LFI. On va enlever et on va mettre LFI. Hop. Européenne. Voilà. Sur l'article Libération européenne 2024, entre le PS et LFI, c'est pas tout rose. Après l'agression de Raphaël Glucksmann lors du défilé stéphanois du 1er mai, pourtant revendiqué par une section communiste locale, la tension continue de monter entre les socialistes et les insoumis, à un mois des Européens. Hop. Agressé mercredi en marge des manifs du 1er mai à Saint-Étienne d'où il a dû être exfiltré, Raphaël Glucksmann a accusé les insoumis, oui, qui l'ont mal pris. Une section du PCF local ayant revendiqué l'action contrôle la tête de liste PS place publique. Car la tension monte de plus en plus entre les mélanchonistes et les roses. À mesure que la liste sociale se rapproche de celle de macroniste Valérie Ayer et distance celle de Manon Aubry. Une tension qui ne serait que le fait du noyau dur de la direction d'insoumise. Selon un cadre socialiste, candidat sur la Glucksmann. Hop. Mais c'est réservé aux abonnés. On va mettre la vidéo, comme je vous ai dit. Il est là. Hop. Et hop. De Mathilde Panot et de Rima. Venons-en maintenant aux auditions de Mathilde Panot et de Rima Hassan. Mathilde Panot, la présidente du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Rima Hassan, qui est candidate France Insoumise aussi aux élections européennes. Elles ont été entendues pour apologie du terrorisme. On est dans le cadre de la guerre entre Israël et le Hamas. Écoutez la réaction de Rima Hassan à sa sortie des locaux.
Ça s'est très bien passé. J'ai été questionnée sur notamment l'interview du média Le Crayon qui n'a pas été mise à disposition des journalistes, du grand public. Je rappelle que nous, on avait engagé une procédure bien avant cette convocation pour faire un constat d'huissier, pour pouvoir récupérer ces rushs et la mettre à disposition de tout le monde. Dans le vrai et faux, il y a une question qui m'est posée et qui n'a pas été relayée par ceux qui ont tenté quand même de porter atteinte à mon engagement sur la qualification vrai et faux. Est-ce que le Hamas est un groupe terroriste? Je réponds vrai. Et cet extrait a été complètement coupé de ceux qui ont partagé l'extrait de cette interview. Donc là, ça a été une occasion en réalité de faire une mise au point. Et puis on va continuer cette mise au point sur cette interview puisqu'on va très prochainement partager le constat d'huissier sur l'entièreté de mes propos. François Pigmal, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Député France Insoumise de la Haute-Garonne. Finalement, c'est une bonne chose. Rima Hassan le dit elle-même, ça a permis de m'expliquer. Ça s'est très bien passé. Vous avez beaucoup dramatisé cette convocation. Il y a même eu un meeting d'organiser devant les locaux de la police. Bon, finalement, Rima Hassan trouve que c'est une bonne chose parce que c'est l'occasion pour elle de dire précisément sa vérité. Oui, enfin ça, c'est votre travail de journaliste qui auriez dû sourcer ses propos plutôt qu'accréditer les thèses de montage et de découpage des propos de Rima Hassan. Ça, c'est la première chose. La seconde, quel est ce pays où, quand on porte la voix du cessez-le-feu, de la paix, qu'on dénonce un génocide en cours, on se retrouve convoqué pour apologie du terrorisme? C'est une judiciarisation de la parole publique et de la liberté d'expression qui, à notre sens, est très grave. Et là, on a le cas de Mathilde Panot et Rima Hassan, mais ça concerne aussi beaucoup de citoyennes et de citoyens. Il y a un syndicaliste de la CGT, et la CGT était présente, comme la FSU, comme de nombreuses organisations du mouvement social, pour dénoncer le fait qu'il y a une répression vis-à-vis de celles et ceux qui portent la voix du cessez-le-feu à Gaza. Quand Marine Le Pen était poursuivie en 2015 pour avoir publié sur ses réseaux sociaux des photos de Daesh, vous ne l'aviez pas soutenu à l'époque? Vous n'aviez pas dénoncé une généralisation du débat politique? Non, mais attendez, là, moi, je ne vais pas commenter ce qui s'est passé en 2015. Ce qui se passe là... Uniquement quand ce sont les insoumis? Non, ce n'est pas uniquement quand ce sont les insoumis, puisque je viens de vous dire que ce n'est pas que les insoumis. Oui, enfin la CGT, les gens de gauche, quoi. C'est pas forcément quelqu'un, c'est pas forcément les gens de gauche, comme vous dites. C'est toutes celles et ceux, ils peuvent être humanistes et de droite. Moi, je connais vous savez, moi, je connais des gens de droite dans ma circonscription qui me disent, je ne suis pas d'accord avec les idées de la France Insoumise, mais sur la question de Gaza, vous êtes les seuls à tenir une ligne qui est celle du camp de la paix et du cessez-le-feu. Mais la liberté d'expression, vous êtes d'accord que n'essentialisez pas les gens qui sont sensibles à cette question selon un camp politique. C'est plus compliqué que ça, à mon avis. La question est de savoir si la liberté d'expression ne concerne pas uniquement les gens qui pensent comme vous. La liberté d'expression concerne tout le monde tant qu'elle ne tombe pas sous le coup de la loi. En l'occurrence, là, vous avez la responsable d'un des grands groupes d'opposition qui est convoquée sur la demande d'une organisation proche du gouvernement d'extrême droite de M. Netanyahou pour apologie du terrorisme. Pourquoi? Pour un communiqué de presse qui a appelé au cessez-le-feu. Vous vous rendez compte un petit peu de la situation? Faites confiance à la justice. Mais on peut faire confiance à la justice et s'indigner du fait qu'il y a un manque de discernement, parce que tout ça suit une circulaire qui a été mise en place le 10 octobre 2023 par M. Dupond-Moretti, qui demandait de s'en prendre particulièrement à celles et ceux qui étaient critiques de l'intervention israélienne. Alors, puisqu'on parlait des propos de Mme Hassan sur les réseaux sociaux, on va regarder précisément ce qui lui est éventuellement reproché. C'est avec vous, François Gapillan, parce que vous vous êtes penché sur ces publications. Bonsoir à tous. En effet, avec, je le précise, l'aide précieuse d'Igor Saïri de la rédaction de BFM TV. Voici d'abord quelques-uns des messages postés par Rima Hassan sur ses réseaux sociaux au moment de l'attaque terroriste perpétrée par le Hamas contre Israël. Message toujours visible aujourd'hui. Les dates et les heures ont leur importance. Comme ici, le matin du 7 octobre, l'attaque du Hamas est en cours. L'ancien réserviste et porte-parole de l'armée israélienne Julien Baloul écrit ceci sur Twitter, décrit ceci même puisqu'il est là-bas, les enfants qui pleurent, la voisine âgée qui ne peut pas descendre les marches jusqu'à l'abri, son petit-fils qui reste à côté d'elle, les bruits d'explosion qui ne cessent pas, fin de citation. Rima Hassan lui rétorque alors, je cite, la colonisation, l'occupation, les assassinats, les arrestations, les destructions, les transferts de population, l'apartheid ne cessent pas, fin de citation. Le 7 octobre, toujours, l'attaque terroriste se poursuit.
poursuit. Et celle qui est officiellement juriste, surtout encore inconnue du grand public, pas candidate aux européennes, relaye un article d'RFI publié un mois plus tôt et écrit ceci: Israël est un État d'apartheid, responsable de crimes contre l'humanité, documenté par des ONG israéliennes, palestiniennes, Human Rights Watch, Amnesty et l'ONU. Fin de citation. 6 jours plus tard, le 13 octobre, sur son compte Instagram, cette fois Rima Hassan publie, vous allez le voir, la photo d'une manifestation pro-Palestine organisée à Beyrouth, au Liban, le jour même. Photo assortie d'un cœur, là aussi posté par Rima Hassan. Près d'un mois a passé depuis l'attaque du Hamas. Nous sommes le 5 novembre 2023. L'armée israélienne vient d'annoncer une campagne de frappe significative dans la bande de Gaza, qu'elle a coupée en deux. Rima Hassan poste une série de messages sur Twitter, écrivant notamment ceci: désormais, à tous ceux qui nous disent pourquoi aucun pays arabe n'accepte d'accueillir tous ces Palestiniens, pour l'interrogation, nous répondrons à la Bassem Youssef, c'est un satiriste égyptien. Il y a en Europe des dizaines d'États, pourquoi n'accueilleraient-ils pas les Israéliens qui, pour beaucoup, viennent d'Europe, interroge-t-elle. Et je referme les guillemets. Et puis un petit peu plus bas, elle poursuit: From the river to the sea, on veut libérer tous les Palestiniens, ceux des camps, ceux de Gaza, ceux de Jérusalem, ceux de la Cisjordanie, ceux d'Israël et tous ceux de la diaspora. Fin de citation. From the river to the sea, ce slogan controversé, évoquant la création d'un État palestinien allant du Jourdain à la Méditerranée, c'est-à-dire à la place de l'actuel État d'Israël. Ce slogan-là, elle l'a repris à maintes reprises, comme ici, fin janvier. Voilà pour les tweets, notamment de Rima Hassan avec François Gapillan. Vous cautionnez tous les tweets, tout ce qu'elle a écrit, Monsieur Pikma, Monsieur le député. Moi, ce qui me sidère... Non, mais est-ce que vous partagez Non, mais attendez, vous me posez la question, je vous réponds. Ce qui me sidère, c'est vous êtes en train de faire l'exégèse de tous les propos de Rima Hassan. Je ne sais pas ce qu'est Rima Hassan pour la classe médiatico-politique qui s'acharne sur elle depuis des mois et des semaines. En attendant, on ne parle pas du fond de ce qui est en train de se passer. Vous ne répondez pas à nos questions. 34 000 morts à Gaza, vous ne répondez 15 pas à 000 nos questions. enfants. Mais moi, oui, mais parce que moi, j'en ai marre de parler en fait de l'acharnement que vous avez sur nous et sur Rima Hassan. Moi, j'aimerais qu'on parle. On montre des tweets, c'est pas un acharnement. De ce qui se passe à Gaza. Monsieur, j'aimerais qu'on parle de ce qui se passe à Gaza. Dans le fond, vous pouvez répondre à nos questions. L'aide humanitaire qui est bloquée. Sinon, faites un meeting. 80% des hôpitaux qui sont détruits. Monsieur Pikman. Est-ce que simplement vous partagez ce que dit Rima Hassan? Je suis en train de vous parler du fond de ce qui se passe à Gaza. Écoutez, on va arrêter de vous interviewer si vous répondez pas aux questions. Parce que le fond de l'affaire, c'est ça, c'est vouloir un cessez-le-feu parce que c'est la première condition. On parle de la provocation de Rima Hassan. Cesser le massacre, libérer les otages et avoir des conditions de paix. On parle de Rima Hassan. D'ailleurs, vous êtes invité pour ça, vous le savez bien. Vous avez répondu à notre invitation pour parler de Rima Hassan. Donc, ne dites pas. Et c'est bien que vous dites que c'est votre invitation parce que depuis quelques jours, il y a une petite musique qui dit que ce seraient les insoumis qui à chaque fois veulent mettre en avant la situation à Gaza. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais nous avons plein d'autres sujets à parler, mais c'est un agenda médiatique également. Il y a un agenda médiatique de la Macronie qui a décidé d'envoyer 2 de nos représentantes pour apologiser. Vous ne répondez pas. Non, simplement, j'aimerais bien. C'est une accusation. C'est une instrumentalisation politique. Non, mais personne n'a envoyé. Ça s'appelle la pure diffamation. Avec M. Dupond-Moretti qui fait des directives. Pas du tout, toujours pas. C'est pas parce que vous diffamez un peu plus que vous avez raison. Bon, je pense que l'interview, la tentative d'interview qui a lieu ici est assez représentative de l'échec de la ploufisation de la tentative de victimisation de LFI. C'est-à-dire qu'il y a la justice dans ce pays qui suit son cours. C'est très simple. Quand quelqu'un porte plainte, l'enquête commence, la police l'auditionne. Et vous faites un meeting politique devant pour accuser, qui sais-je, le gouvernement, les pouvoirs publics de censure. Enfin, pardon, si vous parlez aux citoyens au quotidien, personne ne pense franchement que le parti de Jean-Luc Mélenchon est bâillonné. Le problème de votre parti, c'est que vous dites victime au quotidien, mais votre langage, votre grammaire, c'est le conflit, l'outrance, l'intimidation, la violence verbale, parfois l'appel à la violence physique. Je ne sais pas ce que c'est, moi, quand on compare un président d'université à un des pires criminels nazis. Je ne sais pas ce que c'est quand on fait des clins d'œil à tous les antisémites de France en disant que la présidente de l'Assemblée nationale, qui se trouve être de confession juive, campe devant Israël, ou quand votre collègue de la France Insoumise fait des références à des bandes dessinées aux connotations antisémites. La réalité, c'est que vous attisez un climat de confrontation, de haine. Et d'ailleurs, c'est théorisé
par la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon l'a dit pendant des années, ce qu'il faut, c'est arriver à une forme de conflit et de chaos, parce que incapable d'accéder au pouvoir par les urnes, vous essayez de créer un climat de crispation sociale qui ne sert pas le débat. Parce que la politique d'Emmanuel Macron ne crée pas du tout un climat de crispation sociale. Et je vous rejoins sur le conflit israélo-palestinien. C'est le fond qui compte. Mais quand Rima Hassan reprend la théorie d'un État, un seul État palestinien, c'est la disparition de l'État d'Israël qu'elle souhaite. Alors depuis, vous vous raccrochez aux branches. Vous dites que le slogan From the River to the Sea, qui est un slogan qui demande la disparition de l'État d'Israël, devient le plus grand slogan égalitaire de l'humanité. Vous ne trompez personne. Vous montrez par là votre inculture. La première fois où ce slogan, je suis désolé de vous le dire, je vous ai écouté avec attention et j'en ai beaucoup souffert, croyez-moi. La première fois que ce slogan est employé, c'est par Yasser Arafat qui dit qu'il veut un État laïque, démocratique et qui soit ouvert à toutes les nationalités, à toutes les origines et toutes les religions. Non, dans son propos, je vous invite à aller voir son propos. J'ai écouté tout à l'heure. Allez voir son propos. Peut-être que vous avez un problème contre les États laïques et démocratiques, c'est pas notre cas. Non, mais c'était un État arabe. Il n'est pas un État. Vous êtes en train d'ergoter sur quelque chose qui est inexact. Pas du tout. D'ailleurs, elle disait le contraire en janvier. En janvier, votre candidate. Ce slogan a pu être repris également par des Israéliens pacifistes qui souhaitaient un État commun avec les Palestiniens. C'est repris par l'extrême droite israélienne. C'est vous qui le reprenez. C'est vous qui le reprenez. En janvier, Rima Hassan dit oui, il faut un seul État, from the river to the sea. Et cet État n'est pas l'État israélien. Cela dit, elle veut la fin de l'État israélien. Est-ce que ce qu'ont écrit Madame Panot dans le communiqué et ce que dit Madame Rima Hassan, ça mérite de se retrouver face aux policiers pour une enquête pour apologie du terrorisme? C'est plutôt un débat qu'il faut avoir à ce moment-là. Alors, premièrement, je ne suis pas favorable à la judiciarisation du débat politique. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, y compris les candidats de la France insoumise sont des justiciables les uns comme les autres. Et donc, c'est pas parce que vous êtes candidat sur une liste de la France insoumise que quand il y a une plainte qui est portée, la justice, la police ne vous auditionne pas. Est-ce qu'il va y avoir une suite? Je n'en sais rien. Est-ce que je préfère de loin un débat, même virulent, politique? Oui. Alors nous sommes avec une avocate, c'est Madame Agnès Tricouart, Maître Tricouart, qui est avocate au barreau de Paris. Bonsoir Maître Tricouart. Est-ce que dans ce que vous avez lu, entendu de la part des deux personnes concernées, Madame Hassan ou Madame Panot, il y a apologie du terrorisme? Ah non, moi je ne vais pas faire de diagnostic sur ce qu'ont dit ces deux dames, mais c'est pas pour ça qu'on m'a invité. Moi on m'a demandé de venir expliquer ce que sont les contours de la liberté d'expression en France et que penser du délit d'apologie du terrorisme. Alors justement. Je vais expliquer en deux mots. Nous sommes dans le cadre d'un texte qui est très important, qui est l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui pose le principe de la liberté d'expression et qui cerne, qui donne des directives très précises pour les exceptions à la liberté d'expression. Il faut savoir que pour la Convention européenne et pour les juges européens, c'est une des libertés les plus importantes de toute la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une liberté absolument fondamentale parce que dans une société démocratique, elle est considérée comme absolument essentielle. Donc, les exceptions doivent être prévues par la loi, elles doivent être des mesures nécessaires dans une société démocratique pour, par exemple, protéger la sécurité nationale, l'intégrité territoriale, etc., etc. C'est dans ce contexte que nous réfléchissons, nous tous. Il y a une loi, vous le savez, qui est la loi de 1881, qui concerne la presse, mais qui concerne tout le discours public, qui est une loi qui encadre cette liberté dans le droit national français. Cette loi, elle prévoit un certain nombre de garanties très importantes pour le justiciable, toujours pour la raison qu'on protège la liberté d'expression de façon très forte, pour les raisons que j'ai expliquées. Le délit d'apologie du terrorisme, il a été voté pour être dans le code pénal, mais hors de la loi de 1881, ce qui est un problème en soi. C'est un problème en soi parce qu'il est jugé sans toutes les garanties que la loi de 1881 apporte aux justiciables normalement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une apologie du terrorisme? Vous comprenez pourquoi je ne vais pas me prononcer sur les propos, mais vous donner des éléments de réflexion. Il y a une jurisprudence très claire de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction en France, comme tout le monde le sait,
qui dit qu'un délit d'apologie, ça n'est pas une opinion simple, ça n'est pas une approbation simple. Qu'est-ce que c'est que faire l'apologie de quelque chose? C'est encourager ou tenter d'encourager le public, d'autres personnes, à penser du bien d'eux. Hein. C'est vraiment un acte positif, c'est ce qu'on appelle la parole performative, c'est-à-dire vraiment encourager par l'acte à modifier l'opinion des autres pour qu'ils aient une opinion favorable de celui dont on parle. Donc, ça, c'est une première chose, et la jurisprudence est très exigeante pour entrer en condamnation. Donc le communiqué rentre dans ce cadre ou pas, maître? Pardon? Est-ce que le communiqué rentre dans ce cadre ou pas, le communiqué de la France Insoumise? Je ne veux pas me prononcer sur le fond, je ne suis pas là pour ça, je fais pas de conseils en dehors du conseil sérieux que je fais dans mon cabinet. Je suis pas voilà. J'ai un autre élément de réflexion à vous apporter. Je vous en prie. Ce délit d'apologie du terrorisme, il est dans une partie du code pénal qui s'appelle des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique. De quelle nation et de quel État et de quelle paix publique s'agit-il? Évidemment, de la nation française, de l'État français et de la paix publique en France. J'observe, et c'est la seule réflexion que je ferai sur les faits dont vous parlez, que les propos dont il s'agit ne concernent pas quelque chose qui se passe en France, ni des acteurs français. Ça concerne un mouvement étranger, et je pense que vous avez donc les éléments pour considérer que engager une procédure contre une représentante politique de premier plan, puisqu'elle c'est pas du tout un jugement de valeur, hein, c'est juste qu'elle est présidente d'un groupe parlementaire, dans une période électorale, sur un fondement juridique qui me paraît pour le coup exiger beaucoup pour que les conditions soient réunies, et j'ai des sérieux doutes pour les raisons que j'ai dites ici, que les conditions soient réunies en l'espèce. Oui, ça me semble poser un grave problème démocratique en France aujourd'hui. Merci Maître Tricouart d'avoir été avec nous. On continue d'en discuter dans un instant. Suite de BFM Story et débat vif sur liberté d'expression, judiciarisation de la parole, là, à propos de la convocation de Rima Hassan et de Madame Panot à propos du conflit israélo-palestinien. Et Néla Latrousse, on a même l'impression que du côté des Insoumis, finalement, la défense de la cause palestinienne, c'est devenu l'axe principal de leur campagne européenne, à tel point qu'on pourrait confondre les têtes de liste. Est-ce que c'est Rima Hassan ou Manon Aubry? Comment expliquer cette stratégie? Ce qui fait que d'ailleurs, aujourd'hui, on parle plus de Gaza que des enjeux européens. Il y a une théorie qui a été propagée chez les Insoumis dès le début de la campagne, c'est qu'il n'y aurait pas de campagne européenne. Et donc, du côté de Jean-Luc Mélenchon, a été théorisée l'idée que le débat ne se cristallisant pas sur des enjeux européens à proprement parler, il fallait trouver des sujets d'actu sur lesquels se greffer. Et de ce point de vue-là, compte tenu de l'émotion que suscite le conflit au Proche-Orient, de chaque côté, j'ai envie de dire, mais y compris des personnes qui jusqu'ici, enfin en tout cas, je sais pas, vous dans votre entourage, si des personnes avec qui vous n'aviez jamais discuté des guerres dans le monde vous parlent désormais de ce conflit, enfin ça a pris une telle ampleur en réalité dans le débat médiatique français que ça a été identifié du côté de la France Insoumise comme un des thèmes porteurs, comme a pu l'être par exemple l'agriculture en février, quand on regarde les au sondages moment de la crise agricole. Vote, ça ne se traduit pas dans les sondages. Et vous avez raison, ça ne se traduit pas dans les intentions de vote. D'où le fait que, suite à ces convocations, on retrouve un autre point fort ou une autre force, on va dire, sur laquelle, ou un autre levier plutôt de campagne des Insoumis qu'on a pu retrouver par le passé. C'est le rapport à la justice. Souvenez-vous, en 2019, Jean-Luc Mélenchon avait théorisé ce qu'il appelait le lawfare, c'est-à-dire le fait d'utiliser le droit pour faire campagne contre un certain nombre de responsables politiques. Il avait signé tout un tas de tribunes à l'époque pour expliquer que ces méthodes que l'on avait pu voir dans d'autres pays, sur d'autres continents, en Afrique, en Amérique latine, étaient désormais importées en France. Je pourrais faire référence également à un autre terme qui avait été imposé dans le débat public par les Insoumis au cours de la précédente mandature, c'était le terme de démocrature qu'avait utilisé Adrien Quatennens pour, en quelque sorte, pointer du doigt une dérive de la France vers quelque chose qui ressemblerait ou qui serait entre la dictature et la démocratie. Ce thème-là, il revient assez régulièrement dans le débat public, dans la bouche des Insoumis. On le retrouve aujourd'hui. Après, vous avez raison de dire qu'on ne le voit pas dans les sondages, que la question sociale, quand on discute avec Manon Aubry, elle est
extrêmement peinée d'une certaine façon que les meetings qu'elle peut faire, comme encore récemment à Montpellier, où elle avait fait de la question sociale le fil rouge de son intervention, eh bien, ne soit pas davantage relayé, que d'autres sujets prennent le pas, alors que dans son bilan européen, elle essaie également de faire valoir des avancées en termes de droit sociétal, sur les travailleurs des plateformes, etc. Ça passe complètement au second plan. Maintenant, pour apporter 2 points, j'ai suivi les débats de ces messieurs de manière très intéressante, pour apporter 2 points très factuels. Vous dites l'État unique, c'est la disparition d'Israël. Rima Hassan s'en est expliquée en disant en réalité qu'elle pensait à un État binational qui, avant 1947, était proposé et était porté par des associations juives pour les libertés. Et Monsieur Piquemal, vous parlez de liberté d'expression, et moi j'ai une question pour vous. Est-ce que les Insoumis, vous n'avez pas un rapport relatif à la liberté d'expression quand, effectivement, sur les sujets qui vous concernent, vous réclamez qu'elle vous soit respectée, et quand, au sein même de votre mouvement, un certain nombre d'élus revendiquent ou en tout cas critiquent Jean-Luc Mélenchon, je pense à une Clémentine Autain par exemple, à une Raquel Garrido, ils sont mis de côté précisément au nom de la verticalité de la gestion de ce même mouvement. Enfin, je trouve votre comparaison un peu osée, parce que j'ai le souvenir que lorsque le terme liberté d'expression... Non, mais pour préciser peut-être mon propos, puis si vous le trouvez osé, lorsque le terme liberté d'expression avait été opposé à des insoumis, vous avez dit pas dans notre mouvement. Comparé à des débats de mouvements politiques avec ce que nous a dit l'avocate, c'est-à-dire une atteinte grave à la démocratie, et dans votre propos, c'est comme si on utilisait la justice, mais c'est pas nous qui nous sommes auto-convoqués pour apologie du terrorisme, que je sache. C'est pas ce que j'ai dit. Et c'est pas nous qui choisissons non plus les débats et les sujets de plateau des grandes chaînes médiatiques. Et concernant la liberté d'expression, c'est important que vous en parliez, vous avez raison, et je pense qu'ici, tout le monde est attaché à la liberté d'informer, par exemple. Est-ce que vous savez combien il y a eu de journalistes qui sont morts en 2023 ? C'est vos confrères. 99. Est-ce que vous savez où les 3/4 d'entre eux sont morts ? À Gaza. Voilà. Donc il y a un vrai sujet, et moi j'aimerais que tout le monde s'en empare sur ce qu'il se passe là-bas, et il faut en parler. Maintenant nous sommes prêts à parler aussi vous ne répondez jamais aux questions. Du travail notamment. C'est pour la liberté d'expression. De la question écologique, des directives européennes. Il y a pas depuis le début, vous êtes là, vous ne répondez jamais aux questions. Alors vous êtes pour la liberté d'expression, mais vous êtes pour aussi la liberté de ne pas répondre aux questions, si j'ai bien compris. Alors je ne sais pas si vous êtes formé pour ça, parce que Louis Boyard ce matin chez Apolline, c'était exactement pareil. Je me suis dit, si chez les Insoumis, il y a une école pour ne pas répondre aux questions. Vous avez un don. Vous n'avez pas répondu, par exemple, sur les tweets de Rima Hassan. Pour me faire 10 questions en 1 minute. Non, j'ai posé une première question sur les tweets de Rima Hassan. Est-ce que vous partagez ce que dit Rima Hassan, tous les tweets que François Gapillan a détaillés? J'avais l'impression d'ailleurs, peut-être qu'il était enquêteur ce matin lors de la convocation de Rima Hassan, parce qu'on avait l'impression d'être dans un réquisitoire vis-à-vis d'elle. Mais moi, je suis pas là. Est-ce que vous partagez ou pas? Mais je n'ai même plus les. Vous avez oublié. C'est pratique. 15 tweets en série comme ça. Et en attendant, on n'a pas parlé du fond du problème de ce qui se passe à Gaza et du fait que le gouvernement est inactif. Simplement pas à la hauteur du tout sur la question de ce qui se passe là-bas, et que c'est pour ça de la rivière à la mer. Là, il était clair. Active sur le sujet. Et je vous ai répondu que c'était une phrase de Yasser Arafat. Originellement. Et vous l'avez dit vous-même, qui remonte à encore plus loin, etc. C'est pas d'ailleurs ce que vous avez Antoine Armand. Vous voyez, j'ai été assez factuel sur mes réponses, contrairement aux attaques de M. Armand qui elles reposent sur les mêmes anathèmes et clichés qu'on peut entendre depuis des semaines. Et d'ailleurs, M. Armand, vous avez dit d'ailleurs de manière très juste que vous étiez contre la judiciarisation des affaires politiques. Je regrette que vous n'ayez pas été là ce matin au rassemblement pour vous opposer à celle-ci. Est-ce qu'il n'y a pas un danger de régler effectivement des contentieux politiques à la barre des tribunaux? Est-ce que finalement, en plus, vous victimisez les personnes qui sont poursuivies, qui les utilisent ensuite contre vous, puisque le garde des Sceaux a été fortement attaqué cet après-midi par Manuel Bompard à l'Assemblée nationale? C'est la circulaire, puisque c'est la circulaire qui nous amène ici. Est-ce que c'est pas une erreur finalement? Est-ce qu'il ne faut pas laisser le débat se dérouler, argument contre argument? Est-ce que c'est une erreur de demander à l'ensemble de notre système de police et de justice de lutter activement contre toute forme d'apologie du terrorisme? Sur recommandation du garde des Sceaux. Non, il le faut. Peut-être que les policiers ont chose à faire que d'entendre Mme Panot ce matin. Est-ce que vous croyez franchement que le garde des Sceaux a donné une consigne aux policiers? D'ailleurs, ça n'a aucun sens, même juridiquement, puisque c'est pas le garde des Sceaux qui a autorité sur les policiers. Une circulaire. On se bat simplement pour que l'apologie du terrorisme soit strictement combattue dans un pays qui est victime. Attendez, je suis désolé. Je parle déjà assez peu. On parle beaucoup de liberté d'expression. Si je peux finir une phrase, je suis partant. D'abord,
personne n'a donné d'instruction pour la convocation qui a eu lieu ce matin. Deuxièmement, il est quand même assez hallucinant de devoir rappeler que même les candidats de la France Insoumise ou les élus de la France Insoumise sont des justiciables. Alors, je sais que pour Jean-Luc Mélenchon et d'autres, c'est extrêmement difficile à avaler, de votre côté, mais c'est important. Beaucoup dans Troisièmement, vous avez quand même un problème de cohérence de base. Vous dites et vous rappelez à juste titre l'importance de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, mais vous ne cessez d'attaquer les journalistes, ou personnellement, comme vous l'avez fait à l'instant avec le confrère, ou de manière plus générale en disant que la caste, pour reprendre vos termes médiatiques, vous serez défavorable et donc vous instillez le doute sur les gens qui posent des questions. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui est grave. Et c'est ça qui est grave. Alors ensuite, il y a un débat politique. Il y a une enquête qui donnera suite. L'enquête, c'est pas un débat politique. L'enquête, c'est une enquête judiciaire. Non, mais je dis, il y a d'une part le débat politique et de l'autre, il y a une enquête qui se mène de manière indépendante, pardon d'avoir à le rappeler sur ce plateau, qui donnera ou pas suite à une procédure à laquelle il y aura à la suite une procédure de justice ou pas. Et ça dépend ni de moi ni de mon collègue, fort heureusement. Il y a un sujet tout de même sur la convocation, même si, et je vous crois sans doute de bonne foi, vous dites qu'il n'y a pas eu d'instruction, etc. La convocation tombe à 40 jours d'une élection pour des propos qui ont été tenus en octobre dernier. Très objectivement, la convocation serait tombée le 10, le 11 juin, le 12 juin. Je pense que ça n'aurait pas changé radicalement la face du rapport à l'apologie du terrorisme, ou que ça aurait atténué, je finis juste monsieur Armand, ou que ça aurait atténué la force de la procédure. Ensuite, je vais vous poser une question aussi. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Pardon, c'est extrêmement important. Vous êtes en train de dire que nous aurions dû donner à la justice, à la police, des consignes au moment où elle aurait dû auditionner la personne? Non, ce n'est pas ce que je vous ai dit, parce que je vous ai dit que je vous croyais de bonne foi en disant que vous n'aviez pas d'instruction. Mais non, mais les enquêtes de police, elles suivent leur cours. En toute hypothèse, quand il y a quelqu'un qui porte plainte, il est entendu par la police. C'est ni vous ni moi qui décidez de la date. Je vous ai pas dit que vous décidez de la date, et j'ai même commencé mon propos en vous disant que je vous créditais de bonne foi quand vous disiez qu'il n'y avait pas d'instruction. Qu'est-ce que vous voulez dire en disant c'est avant une élection? Je dis simplement qu'à 40 jours, globalement, dans le climat ambiant, ça n'apporte pas l'apaisement pour le débat. Et la preuve en est, c'est que nous sommes tous en train d'en débattre. Ça n'apporte ni l'apaisement sur l'enquête, ni l'apaisement sur la justice. Et il se trouve que la justice, de manière générale, il vaut mieux qu'elle passe sans l'émotion médiatique, sans l'émotion collective et d'opinion. Une fois que je vous ai dit ça, je ne vous ai absolument pas dit qu'il fallait donner instruction pour que ça n'ait pas lieu. Je constate que pour le coup, le calendrier n'aide pas à ce que cette procédure se passe dans le calme absolu. Pour la suite, vous dites, c'est important de lutter contre l'apologie du terrorisme. Est-ce à dire que si cette procédure arrivait ou échouait ou se soldait par un non-lieu pour Rima Hassan, ça justifierait l'ensemble des tweets qu'elle a écrits? Vous diriez, oui, la justice est passée, finalement elle n'en a rien retenu. Ce n'était pas de l'apologie du terrorisme, mais elle avait le droit et c'était légitime qu'elle écrive tout cela? Écoutez, moi quand je me suis réveillé le 7, le 8 octobre et que j'ai vu que la France Insoumise n'arrivait pas à qualifier d'acte... Vous non plus, vous répondez pas. Si, mais je réponds exactement à votre question. C'est un problème de politique. Quand je me suis réveillé le 7, le 8 octobre, que j'ai vu que la France Insoumise était littéralement incapable de considérer que ce qui s'est passé le 7 octobre était un acte terroriste, j'ai trouvé ça dégueulasse. J'ai trouvé ça infâme. J'ai trouvé ça abominable. Est-ce que si la justice considère que c'était pas de l'apologie du terrorisme, je vais continuer à le dire? Non, parce qu'on est dans un état de droit et je continuerai à considérer que moralement c'est insupportable. Est-ce que c'était pour vous de l'apologie du terrorisme? C'est acceptable. Moi je suis pas juge et je ne me place jamais à l'avis de citoyen. Je n'ai pas un avis juridique sur le sujet. C'était des crimes de guerre, c'était de l'apologie du terrorisme peut-être. Je considère simplement que quand on se lève le matin et quand on n'est pas capable de reconnaître un acte terroriste, on n'est pas forcément digne d'être représentant de la nation démocratique. Vous n'avez pas honte d'instrumentaliser comme ça. Ça n'a rien à voir. C'est vous qui êtes incapable de parler des deux. Vous ne parlez jamais des otages. Vous ne parlez jamais de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et on peut parler de Gaza, mais il n'y a pas besoin d'opposer les victimes. C'est ça votre problème. Monsieur Armand, le 4 février dernier, je faisais partie d'une délégation parlementaire qui était à Rafah, à la frontière avec Gaza. C'était il y a 3 mois. Depuis, la situation s'est dégradée. Ce que nous avons vu, c'est des kilomètres de convois humanitaires qui sont empêchés de rentrer à Gaza pour venir en aide à celles et ceux qui sont blessés. Ce que nous avons vu, c'est des médecins français comme M. Pitti, comme M. Aubertin, qui sont habitués aux zones de guerre et qui disent n'avoir jamais vu ça. Ce n'est pas ce dont on parlait. Vous dans un hôpital frontalier, ce que j'ai vu,
Ce que j'ai rencontré, c'est une mère de famille qui m'explique qu'elle a perdu ses 2 filles à Gaza et que toute la famille est dispersée dans la bande de Gaza parce qu'ils espèrent que l'un d'entre eux puisse survivre. Mais la seule solution pour la libération des otages massive, c'est aussi le cessez-le-feu. Pour arrêter le massacre et pour arrêter le cessez-le-feu. Et d'ailleurs, je finis là-dessus. En Israël, vous avez une mobilisation massive des citoyens et des familles victimes contre le gouvernement d'extrême droite. Et j'aimerais que vous rejoigniez ces mobilisations plutôt que nous jeter en anathème et comme sur la place publique de la même manière. Monsieur Piquemal, c'est pas parce que vous avez été incapable de reconnaître les actes terroristes du 7 octobre que nous ne faisons pas des crimes de guerre, c'est ce qu'il y a de plus élevé dans le droit international. Alors, cet après-midi, vous n'avez pas honte, franchement. Alors, Monsieur Piquemal, Monsieur Armand, Monsieur Piquemal, Monsieur Armand, cet après-midi à l'Assemblée nationale, justement, peut-être en avez-vous été témoin avant de venir, il y a eu un moment un peu tendu d'ailleurs d'échange entre le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et votre collègue député Manuel Bompard à propos, vous savez, de ce tweet de soutien aux manifestations pro-palestiniennes et qui vient du guide suprême iranien Ali Khamenei. Voilà ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Dans un pays que vous connaissez bien, on condamne un syndicaliste à 1 an de prison pour un tract de soutien au peuple palestinien, mais on laisse se multiplier les discours racistes à la télévision. Est-ce dans l'Italie de Giorgia Meloni? Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron. Dans un pays que vous connaissez bien, on empêche des candidats à une élection de tenir une conférence dans une université, mais le président de la République peut, lui, y dérouler un discours de campagne électorale. Est-ce dans la Hongrie de Viktor Orban? Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron. Dans un pays que vous connaissez bien, on convoque la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition devant la police antiterroriste pour un communiqué de presse. On menace et on réprime des étudiants qui s'indignent face à un massacre terrifiant. On tente de dissoudre un collectif de jeunes qui se mobilisent face à l'urgence climatique. Est-ce dans la Russie de Vladimir Poutine? Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron. Monsieur le député Bompard, la justice, vous l'aimez collée contre le mur par la violence de Mélenchon. C'est comme ça que vous l'envisagez. On va se dire les choses très clairement, monsieur le député Bompard. Après le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas que vous soutenez, j'ai pris une circulaire pour que l'on puisse réprimer les propos antisémites qui se sont développés. J'ai eu raison de le faire. Vous parlez d'instrumentalisation de la justice. C'est votre groupe qui a déposé contre moi une plainte scandaleuse pour un acte administratif. C'est vous qui avez demandé au procureur général de former un pourvoi en cassation. C'est vous qui, tous les soirs, avez tweeté pour que je sois condamné. Vos amis à vous, ce sont les mollahs, monsieur Bompard. Vous devriez avoir honte. C'était à l'Assemblée nationale cet après-midi. Voilà. Et on va parler de... On va continuer, on va continuer. Hop. On va aller sur X. Je regarde s'il n'y a pas d'autres vidéos sur... a priori non, comme on dit. A priori non. Ah. Ça dure 14 minutes. Hop. Présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale et Rima Hassan, la candidate du même parti aux élections européennes, ont donc été entendues aujourd'hui par la police judiciaire dans le cadre de cette enquête sur l'apologie du terrorisme par leurs propos tenus. Communiqué du groupe Insoumis après le 7 octobre, Madame Hassan, dans l'interview média Le Crayon, ont-elles eu des propos qu'on peut qualifier d'apologie du terrorisme? Ce sera à la justice de le déterminer. Dans tous les cas, voilà la prise de parole de Rima Hassan tout à l'heure à la sortie des locaux de la police judiciaire. Ça s'est très bien passé. J'ai été questionnée sur notamment
l'interview du média Le Crayon qui n'a pas été mise à disposition des journalistes, du grand public. Je rappelle que nous, on avait engagé une procédure bien avant cette convocation pour faire un constat d'huissier, pour pouvoir récupérer ces rushs et la mettre à disposition de tout le monde. Dans le vrai et faux, il y a une question qui m'est posée et qui n'a pas été relayée par ceux qui ont tenté quand même de porter atteinte à mon engagement sur la qualification vrai et faux. Est-ce que le Hamas est un groupe terroriste? Je réponds vrai. Et cet extrait a été complètement coupé de ceux qui ont partagé l'extrait de cette interview. Donc là, ça a été une occasion en réalité de faire une mise au point. Et puis on va continuer cette mise au point sur cette interview puisqu'on va très prochainement partager le constat d'huissier sur l'entièreté de mes propos. Voilà, on va donc en débattre. Est-ce que c'est une atteinte à la liberté d'expression ou pas? Finalement, Adrien Clouet, bonsoir. Bonsoir. Votre collègue insoumise a dit ça s'est bien passé et finalement c'est une bonne chose. Ça m'a permis de m'expliquer, de rétablir une vérité. Donc c'est pas si mal cette histoire. Écoutez, je propose qu'à chaque fois qu'on a une discussion, on aille au commissariat pour en parler. Ce sera super. Si jamais ça se passe aussi bien que ça, on a qu'à aller nos discussions ensemble au commissariat, on peut avoir une lumière dans la tête et puis après on sera très content de s'être parlé. Non. Écoutez, il s'agit là d'une tentative d'intimidation. Simplement, il tombe sur un os parce que nous, on ne nous intimide pas aussi facilement que ça. C'est ça l'information du jour. Et on voit très bien... Qui veut vous intimider? C'est la question. Il va falloir qu'on fasse un peu la lumière pour savoir quelle est la chaîne de commandement et d'ordre qui a conduit à ce qu'une présidente de groupe parlementaire, pour la première fois de la Ve République, se retrouve convoquée par la police pour une déclaration. Il y a eu une plainte déposée par une organisation juive. Oui. Ensuite, donc, mais la plainte, il y a eu un choix de l'instruire. Il y a une convocation. Il y a eu un choix de l'instruire. Ça peut s'arrêter très vite aussi, vous le savez très bien, ça peut s'arrêter là. Oui, ça peut s'arrêter là, mais ça aurait mieux fait de ne pas commencer. C'est ça le souci, parce qu'on peut lancer des affaires contre tout le monde et lancer des procédures sur absolument tous les sujets dès lors que n'importe qui a une opinion politique qui n'est pas celle du pouvoir, mais je n'appelle pas ça un régime démocratique, j'appelle ça un régime illibéral. Alors Emmanuel Orban, il va falloir qu'il refasse retomber un petit peu la pression. Philippe Ballard, est-ce que vous êtes choqué par cette convocation des Insoumis Je crois qu'il faut déjà... Sachant que Marine Le Pen a subi un peu le même sort. Elle avait été même, c'est ça, non? En 2015, elle avait même été poursuivie, ça s'était terminé au tribunal, on lui reprochait d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux des photos du groupe État islamique et finalement elle avait été relaxée. Voilà, c'était pour dénoncer bien sûr les exactions mais à l'époque, de Daesh, on l'accusait d'apologie du terrorisme. Voilà, mais c'était exactement l'inverse évidemment que Marine Le Pen. Donc est-ce que vous soutenez Mathilde Panot aujourd'hui? La liberté d'expression, surtout vu mon ancien métier, la liberté de la presse, j'y suis profondément attaché. Non, faut peut-être tout remettre. Les limites de la liberté d'expression, c'est peut-être à ça qu'on doit s'attacher, c'est très clair. Hein. C'est noir sur blanc. Il ne faut pas avoir des propos qui appellent à la haine, faire l'apologie de crimes contre l'humanité, l'apologie du terrorisme et tenir des propos racistes, antisémites ou homophobes. C'était le cas. Voilà. Ça, c'était. Alors, moi, je reprends le communiqué de presse du 7 octobre de la France insoumise. Ça commence par l'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas. Enfin, là, on a l'impression que c'est une armée de libération qui s'avance. Le Hamas, c'est un mouvement terroriste. Enfin, je veux dire, personne ne peut dire quand même l'inverse. Qui vient de se livrer à un pogrom. C'est du 7 octobre, hein, le communiqué de presse. Et il faut... 1h30 après que le Hamas et d'autres forces ont commencé effectivement une attaque et les crimes qui ont été liés. Tout à fait. Donc c'est une armée régulière. Est-ce que vous regrettez ce communiqué? Alors non, mais parce qu'il n'était pas mal tourné. C'est exactement ce qu'on dit. Que force armée et armée, ce n'est pas la même chose. D'ailleurs, il y a deux expressions différentes, ça a un sens. On pourrait parler français déjà. Une force armée, ça veut dire un groupe de gens qui ont des armes. Point. Et un crime de guerre, parce qu'après il y a eu des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, ne veulent pas dire qu'il y a des armées régulières et des crimes de guerre, par exemple, sur le communiqué. L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas. C'est pour ce communiqué que Mme Panot a été convoquée. Oui, mais attendez, est-ce que vous pouvez lire le communiqué? Alors, vous pouvez lire la suite. Oui, non, mais je veux intervenir dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza. Bon, oui, donc vous critiquez Israël, mais vous ne critiquez pas cette offensive. Et après, il y a quand même, dans l'immédiat, il faut obtenir un cessez-le-feu. C'est le 7 octobre. Il y a un pogrom qui vient de se passer. Il y a des centaines de juifs qui ont été assassinés, qui ont été violés, qui ont été kidnappés. Et tout de suite, et vous, quand on demande le cessez-le-feu, un cessez-le-feu. On négocie pas un cessez-le-feu avec une organisation terroriste. On libère déjà les otages pour commencer. Qu'est-ce qu'ils font Israël en ce moment du coup? Avec qui ils négocient? Non mais là on parle du 7 octobre. Non mais attendez, monsieur mélangez tout. On négocie pas avec un terroriste. Avec qui négocie Mathilde Panot, elle est convoquée pour se communiquer. Toutes les parties doivent revenir à la table des négociations. Vous mettez qui autour de la table? Le Hamas? Non, on ne négocie pas avec un mouvement terroriste. L'autorité palestinienne, vous savez que c'est un État qui est reconnu par 140 pays dans le monde. C'est en Cisjordanie.
Mais là, alors non, le Hamas alors non. à Gaza. Et non, d'après l'ONU, la Palestine est indivisible, monsieur. Et donc, il y a une autorité palestinienne à l'ONU qui la représente sur tout le territoire palestinien. Donc, je veux bien qu'on parle du sujet, mais faisons un peu de l'armée, l'offensive Pardon, monsieur Clouet, est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi vous ne dites pas ce communiqué? Oui, d'accord, mais pour revenir à ce communiqué, parce que Mathilde Panot est convoquée donc par la police pour ce communiqué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne dites pas, effectivement, on aurait dû condamner plus fermement ce qui s'est passé le 7 octobre, tout en défendant la cause palestinienne? Est-ce qu'il n'y a pas une erreur, tout simplement? On peut effectivement défendre la cause palestinienne sans se ranger derrière ce que fait le Hamas, quand même. Attendez, à aucun moment on se range. On dit... Vous le condamnez pas. Attendez. Il n'y a aucun mot de condamnation. Attendez, on se croit à la main dans le commissariat ce matin. Je peux dire un mot une seconde. Bon, vous avez un communiqué qui vous dit il y a des groupes armés qui viennent de rentrer en Israël. On l'écrit 2 heures après. Vous avez les brefs du Monde qui arrivent. On sait qu'il y a une attaque. On dit il y a une attaque et nous demandons immédiatement un cessez-le-feu. Parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas exactement ce qu'il y a eu sur le terrain. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une attaque qui a lieu. Et cette attaque, vu qu'elle cible des civils, donc vous l'avez fait trop tôt, ce communiqué. Mais vu qu'elle va avoir des victimes civiles, on demande immédiatement que ça arrête. Donc ce communiqué est arrivé trop tôt, en fait. C'est ça, reconnaissez-le, c'est pas grave. Parfois, on part trop vite, on écrit trop vite. Mais c'est pas trop vite. Dès le lendemain, dès qu'on a l'information... le lendemain. Non, dès qu'on a l'information sur laquelle on parle maintenant, dès le lendemain, on dit il y a une attaque qui a un caractère terroriste, qui a fait des centaines de victimes, plus d'un millier de victimes à ce moment-là. Après, le bilan s'alourdit dans les jours qui suivent, et on le condamne dès le début. Il n'y a pas un mot. Non, attendez, il n'y a pas un moment. On aurait un soutien pour arrêter un peu. Quand on va sur le compte Twitter de Rima Hassan, ça se poursuit après quand elle répond à un officiel israélien qui dit ce qui est en train de se passer. Elle, et je crois que vous avez diffusé les tweets d'ailleurs tout à l'heure. Enfin, j'avais pas le son, mais j'étais à mon bureau, je regardais les images. Notamment publié le 7 octobre. Voilà. Il n'y a aucun tweet de condamnation de ce qui se passe. Absolument. Voilà. Effectivement, sur le territoire israélien. Je suis pas policier, je suis pas magistrat, donc j'arrête là. Mais les faits sont là. Christophe Barbier. Il y a les mots qui sont dans ce communiqué, puis il y a les mots qui manquent. Les mots qui y sont, c'est par exemple occupation israélienne à Gaza. Depuis 2005, il n'y a plus d'occupation israélienne à Gaza. Donc c'est un communiqué qui est mal fait, qui est mal renseigné. Puis il y a les mots qui manquent, et notamment le mot terroriste. Vous pouvez dire qu'il y a des forces armées, oui, ils ont des armes, ils sont palestiniens, oui, le Hamas est palestinien, mais c'est d'abord des terroristes. Et le fait de ne pas avoir dit tout de suite, d'emblée, ce sont des terroristes avec des actes terroristes horribles et on les condamne, ça a quelque part délégitimé tout ce que vous avez pu dire après. Est-ce que pour autant, il faut que ça se termine dans un commissariat? Alors, après, d'abord, dans un commissariat, on braque plus la lumière sur les gens. Je comprends votre métaphore, mais enfin, on n'est plus dans les films noirs des années 50. Et puis, c'est très bien que ça aille dans un commissariat, c'est-à-dire le début d'un processus judiciaire, parce que ça permet à Rima Hassan, à Madame Panot, d'expliquer ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont voulu dire, clarifier. Rima Hassan nous dit, il y avait aussi d'autres questions auxquelles j'ai répondu, on a mal compris. Et ça ne peut être validé que s'il y a le tampon d'une autorité indépendante, c'est-à-dire non pas les médias, non pas les politiques, mais la police et la justice. Donc c'est très bien. C'est la justice de dire ce qu'on a, non, d'arbitrer la les débats justice doit politiques. dire si c'est délictuel ou pas. Il y a des plaintes. Il y a des plaignants, on va convoquer les gens contre lesquels ces plaintes sont dirigées, voir s'il y a non-lieu, on classe. Il n'y a pas de judiciarisation du débat politique. Mais on est sur des propos très polémiques. L'apologie du terrorisme et certaines autres infractions ont même été sorties du droit de la presse, 1881, la liberté d'expression, pour venir dans le droit commun. Donc c'est bien dire qu'on est sur un terrain extrêmement délicat juridiquement. Par ailleurs, on le voit bien, ça met le feu à l'opinion, ces sujets-là. Donc c'est bien que la justice puisse dire le vrai, le faux, ce qui a été dit, ce qui ne l'a pas été, et surtout ce qui est répréhensible et ce qui ne l'est pas. Quand Jean-Luc Mélenchon dit cet après-midi dans un message sur les réseaux sociaux, c'est une atteinte à l'immunité parlementaire de Madame Panot. Non! L'immunité parlementaire, c'est pour les actes et les propos dans le cadre de son mandat, au sein de l'Assemblée. Là, c'était pas le cas. C'est quoi le communiqué de presse, si sinon le cadre du mandat? Si, c'est un communiqué de presse de la présidente des Insoumis. Non, on n'est pas dans une action parlementaire, on est une action politique. Moi, je pense qu'il y a un litige là-dessus. Et donc c'est pour ça que c'est bien. Ce que vous dites, c'est pour ça que c'est bien. Est-ce qu'on peut montrer le logo qu'il y a sur le communiqué de presse? Parce que quand même marqué Philippe Ballard qui l'a. Alors là, ça me met mal à l'aise, mais comme j'ai été journaliste, je vais faire mon ancien job. Vous voyez, regardez, en bas à droite, il y a un logo qui s'appelle Assemblée nationale. Assemblée nationale, c'est une institution parlementaire. Oui, mais attention, les actes dans le cadre du mandat, c'est pas de la communication. C'est quand on prend la parole, qu'on pose une question au gouvernement, qu'on rédige un amendement. C'est pas pour toute la communication, ou du moins ça crée une zone grise qui mérite éclissement. Les formes écrites avec le logo Assemblée sont couvertes par l'immunité parlementaire. C'est pour ça que c'est bien qu'elle puisse, devant la police et éventuellement la justice, si ça allait jusque-là, justifier et le fond et la forme. Par ailleurs, tout cela est très bon pour vous.
puisque ça participe d'une agitation du débat. C'est un plaisir incroyable de finir au commissariat. Et non, mais bien sûr, puisque ça vous victimise contre un système que vous combattez. Alors, quand Jean-Luc Mélenchon dit la police tue, il crée du tumulte. C'était pour un autre fait il y a longtemps. Et là, c'est pareil, quand vous nous dites... C'est plutôt ceux qui ont tué Naël qui ont créé du tumulte. Quand vous nous dites on a une atteinte à la liberté d'expression ou à l'immunité parlementaire, vous créez un état de conflit qui est dans votre démarche politique. Atalaya, le problème, c'est que on parle plus de l'Europe, on parle de Gaza. On a même l'impression que la stratégie de la France Insoumise dans cette campagne, c'est de parler du conflit israélo-palestinien plus de l'Europe. Rima Hassan semble être la tête de liste. On a un peu oublié Manon Aubry. Est-ce que c'est payant dans les sondages, dans les intentions de vote? Non, absolument pas. Ça donne l'impression que la France Insoumise est en train de passer à côté de sa campagne et que Jean-Luc Mélenchon s'enfonce dans une stratégie de l'ambiguïté permanente sur le conflit israélo-palestinien pour aller chercher un vote un peu communautaire, mais franchement sans effet positif sur ces sondages. Du coup, à gauche, c'est Raphaël Glucksmann qui est en train de s'imposer. À gauche, Raphaël Glucksmann décolle. Au sein même de la France Insoumise, il y en a qui ne sont pas extrêmement satisfaits de voir qu'il n'y en a aujourd'hui que pour Rima Hassan et que les débats de fond qu'on pourrait avoir sur Gaza sont complètement mis de côté. Les débats sociaux, économiques qui étaient avant ceux de la gauche, c'est pareil, on passe complètement à côté. En revanche, ce qui est en train de se passer, et on n'a pas à juger que ce soit bien ou pas, c'est la justice qui suit son cours, puisque ces plaintes pouvaient difficilement être ignorées, mais forcément la lumière sur la France Insoumise, qui se retrouve quand même d'une façon ou d'une autre au cœur du débat médiatique, un peu tous les jours, et qui nous resserre la victimisation permanente, puisqu'il y a ces meetings qui sont interdits à Lille, par exemple, par l'université de Lille, parce qu'il y a cette action en justice, etc. Ce qui permet à Jean-Luc Mélenchon de dire qu'il est une sorte de victime aujourd'hui du système, alors qu'il ne cherche que ça, au fond. Merci. Il voulait dire un mot quand même. Oui, non, mais c'est un peu électoraliste, hein, vos opérations. Quand juste même, un mot. Est-ce que c'est une stratégie électorale? C'est pas très bien quand même de dire que ce serait une question que vous avez qualifiée dans le terme de communautaire. Je pense que quand vous regardez partout dans le pays, il y a plein de gens qui sont heurtés, qui sont brutalisés moralement par ce qui se passe en Palestine. Ils n'ont pas besoin d'avoir une telle ou telle option spirituelle. Je finis juste. On n'a pas besoin d'avoir une quelconque option spirituelle, philosophique ou de se sentir appartenir à une communauté donnée pour se sentir heurté par ce qui se passe. Vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui sont tués. Il n'y a pas besoin d'avoir une opinion politique particulière pour se sentir heurté. Et on le voit d'ailleurs, vous avez partout dans le pays des universités, dans tout le pays, y compris des filières différentes, des secteurs différents universitaires, aussi pour qui se mobilisent. Attiser un peu le mouvement. C'est pas attiser en l'occurrence. Rima Hassan parle d'appel au soulèvement. Quand on appelle au soulèvement. La seule chose qui a pu l'attiser, c'est exactement ce qui s'est passé par la convocation policière. Ça, effectivement, ça a attisé. Quand Rima Hassan parle d'appel au soulèvement devant Sciences Po, vous souhaitez qu'il y ait effectivement un embrasement dans toutes les universités. On vient juste constater un état de fait. Mais non, l'appel au soulèvement, c'est encouragé. C'est pas constater un état de fait. Non, mais nous, on est très fiers que les étudiants se mobilisent. Et vous appelez au soulèvement. C'est important. Dans les universités, oui, c'est important que les étudiants disent il y a des libertés académiques, il y a des libertés publiques, on doit pouvoir se réunir. Parce que l'université, c'est ça. C'est un droit aussi pour ses usagères et ses usagers à se réunir librement pour débattre de sans bloquer, avoir une discussion. Sans bloquer. Sans bloquer. De toute façon, les examens sont finis, donc on peut bloquer. Vous voyez, on peut bloquer. Est-ce que vous seriez d'accord C'est fini. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'il faut libérer les Palestiniens de Gaza du Hamas? Je pense que les Palestiniens doivent eux-mêmes décider de leur sort, démocratique et politique. C'est pas à nous de décider. Évidemment. Il n'y en a plus les élections. Le Hamas n'organise plus d'élections. Bien sûr. Non, mais nous, on a toujours été le parti du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes par la voie électorale. Et vous appelez à la libération des otages. Bien sûr. Et à la sûreté de l'ensemble des Israéliens et des Palestiniens dans des États qui sont sûrs, stables, avec des frontières reconnues, évidemment. Merci, messieurs, dames. On va faire pause. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Mettez-moi des pouces. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok et Instagram. Et je vous dis à la prochaine.